Moreno Andreatta est diplômé en mathématiques et en piano. Il est docteur en musicologie computationnelle de l'EHESS, directeur de recherche au CNRS, au sein de l'UMR Sciences et Technologies du Son, donc à l'IRCAM, voilà. Il est responsable du projet SMIR à l'Université de Strasbourg et enseigne également dans le cadre d'une licence de musiques actuelles. À côté de ses activités de recherche, il a également une activité de compositeur dans le domaine de la chanson qui l'a amené à remporter récemment un prix, premier prix du festival de Lunecia en 2018. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci à la SFAM de m'avoir invité. Je pense à la FIM aussi, peut-être c'est une invitation conjointe, étant membre des deux sociétés depuis quelques années et travaillant sous les liens mathématiques-musique, la recherche mathémusicale. Pour moi, c'est au contraire un cadeau que vous me faites parce que j'adore présenter la transmission, les problèmes liés à la transmission des savoirs mathémusicaux. Et surtout dans des lieux comme ça, où il y a un piano, qui peut-être je vais toucher tout à l'heure, si vous permettez, si le temps me le permet. Alors j'ajoute le logo du CNRS. Le CNRS est très engagé sur la transmission des savoirs, vous le savez peut-être depuis des années, donc sur retombées sociétales de nos recherches. Dans le cadre des 80 ans donc du CNRS, il y a une série d'actions qui sont menées et le projet Mathémusique a été retenu, labellisé donc, par les CNRS. Et donc, voilà, les initiatives futures qui auront lieu tout au long de l'année 2019 auront donc cet appui institutionnel qui va donc me permettre voilà, vraiment, véritablement amener cette activité de recherche dans des lieux divers et variés. Donc là, vous avez un petit aperçu de ma photothèque avec les différentes actions qu'on peut faire. Dans le cadre de la Fête de la Science, par exemple, c'était à Strasbourg, au Palais universitaire, organisé par donc, Nathalie Herold, Paris Sciences et Lettres, voilà, des cabarets hamiltoniens avec les élèves des masters et des licences, au Vaisseau, donc le Palais de la Découverte à Strasbourg, dans des expos, ça c'est l'expo Codé du Monde, que j'ai, disons, pour lequel j'ai mis la casquette pour la première fois de commissaire, et dans lequel donc ces outils ont trouvé une place véritablement d'ouverture au grand public. Alors, vous avez Gilles Barouin, qui est un infographiste, qui a réalisé des magnifiques vidéos que je vais vous montrer tout à l'heure pour accompagner cette présentation, jusqu'à des rencontres avec des vrais acteurs. Là, on est en Italie, à Turin, avec Paolo Conte, qui donc répond, et un répondant privilégié pour ce type de rapports mathématiques-musique dans le cadre, par exemple, d'analyse de ces chansons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recherche mathémusicale? On peut remonter très loin, Pythagore, on peut parcourir l'histoire avec les liens mathématiques-musique. Pour moi, un moment fondateur était, pour la musicologie, était Guy Adler. Nicolas Meus parlait hier, l'a nommé hier. C'est le moment où, en fait, la musicologie systématique, disons, voilà, se constitue. Et là, en fait, il y a un événement important, je trouve, qu'on oublie un petit peu, c'est qu'en fait, cette partie de la musicologie systématique, se base sur la partie historique. Donc, en fait, il n'y a pas un déni de l'histoire. Quand on fait de la musicologie systématique, on s'inscrit en fait dans une dimension historique, mais l'accent de l'observation, dit Adler, réside dans l'analogie de la méthode musicologique avec la méthode scientifique. Et en effet, si vous regardez un petit peu parmi les Hilfswissenschaften, les disciplines auxiliaires, eh bien, vous avez tout de suite acoustique et mathématique. Je dis bien acoustique et mathématique, donc physique et mathématique sont bien séparés. Il y a un rapport physique de la musique depuis toujours, depuis Pythagore, lié au phénomène des résonances, des corps, etc. Mais il y a aussi la pensée mathématique qui rentre dans cette typologie. Je pense que Guido Adler, s'il avait vu à l'époque l'arrivée de l'informatique, n'aurait pas hésité à insérer l'informatique aussi à l'intérieur de ces dispositifs. Donc en fait, ce que je propose, c'est une sorte de prolongement de cette vision avec donc, disons, une dynamique, un schéma qui vous montre qu'en fait, voilà, on peut partir de la musique, dans le sens de musique savante ou de musique populaire, ce qu'on appelle popular music,
parce que les deux sont intéressantes comme objet d'étude. On peut remonter aux mathématiques et on peut redescendre à la musique en passant par l'informatique. Et c'est là tout l'enjeu d'une recherche mathémusicale qui a des retombées épistémologiques et des retombées cognitives également. Alors c'est un schéma qui prolonge un schéma que j'avais utilisé et que j'avais trouvé particulièrement intéressant dans le cadre de la thèse à l'école des études en sciences sociales que j'ai amené à l'IRCAM comme laboratoire d'accueil, qui était consacré aux méthodes algébriques en musique et en musicologie du XXe siècle, dans les aspects à la fois théoriques, analytiques et compositionnels. Donc il y avait cette tripartition, ces trois disciplines qui m'intéressaient par rapport à une méthodologie algébrique, l'algèbre étant plus qu'un calcul, étant vraiment une pensée musicale. L'idée, c'est qu'on peut partir d'un problème posé par la musique, on monte aux mathématiques, donc on le formalise, on généralise et on obtient des théorèmes. On peut trouver des nouveaux théorèmes, ça c'est génial pour les mathématiciens. On peut aussi retrouver des vieux théorèmes. Mais puisqu'on est parti de la musique, même un vieux théorème, en fait, ça peut être intéressant, parce que c'est les cheminements qui comptent parfois, pas les résultats nécessairement. Et après, on redescend à la musique avec l'application, et vous voyez, en fait, on voyage. Et dans ce voyage, eh bien, on rencontre dans les domaines intermédiaires l'informatique, que j'ai symbolisé ici par Open Music, en tant que langage de programmation visuelle par l'IRCAM. J'aurais pu mettre Faust, Max, Kiwi, qu'on verra tout à l'heure, en fait, n'importe quel langage de programmation qui permet justement de modéliser les aspects théoriques posés par la musique et les mettre au service des compositeurs, des analystes, des théoriciens de la musique dans la phase applicative. Donc ça, c'est le schéma qui m'a conduit, enfin, qui a conduit un petit peu mes recherches tout au long de ces années, dans lesquelles j'ai rencontré pas mal d'espaces, d'espaces géométriques très intéressants à explorer. Donc ça, c'est la galaxie des espaces au service de la musique. Donc ça peut être des structures hélicoïdales, toroïdales, qui intéressent aussi pas mal de compositeurs à l'ASFAM. Je pense à Jean-Marc Chouvel, des orbifolds, ça c'est plutôt la théorie américaine avec Timochko, des hypersphères à dimension 4, des cercles, des pavages hexagonaux à nid d'abeilles, bref, toute une panoplie d'objets qui ont des racines très anciennes, parce que si on prend les cercles, par exemple les nids d'abeilles, eh bien là on a les débuts de la combinatoire avec Mersenne et le début de la théorie des graphes avec Euler. Donc ce sont aussi des moments historiques fondateurs du rapport mathématique-musique, et ce sont des objets très simples. Donc vous pouvez construire des objets en bois, comme l'a fait le vaisseau, et aller donc, dans des conférences avec des enfants à partir de 8 ans. Et donc voilà, science à croquer. On fait croquer aux enfants la science de la musique à partir de ces objets avec des élastiques pour justement leur faire comprendre que quand on s'assoit au piano, eh bien, on a plein de combinatoires qui est donné en fait par cette première représentation qui est plus qu'une représentation géométrique, c'est une image mentale qu'on peut avoir. Quand on réduit la combinatoire du piano dans un système de tempérament égal à une octave, eh bien là, on a tout un jeu des géométries, des symétries. Ici, j'ai mis les touches blanches du piano, la gamme diatonique, comme un heptagone inscrit dans les cercles. Un heptagone qui a pas mal de propriétés intéressantes. Il a surtout une symétrie du ré. Le ré étant la note vraiment symétrique qui partage les touches blanches et les touches noires. Camille Durout l'avait bien remarqué, il a fait toute une théorie de la musique à partir de la symétrie du ré en s'appuyant sur la collaboration avec Wronski. C'est le musicien polonais auquel on doit la définition de la musique comme la corporification de l'intelligence qui est dans les sons. C'est une formule qui a été reprise par Varèse dans son paradigme de la musique science. Et bien, donc là, on est véritablement dans l'algèbre. Quand on fait cette opération, là, donc, c'est la musique mise dans l'algèbre. Je vous renvoie à cet article qui avait été publié en 2008, qui a été repris récemment. On m'a demandé de le rééditer avec quelques ajouts dans les derniers numéros des hors-série de Pour la science, avec une nouvelle composante. Si vous lisez, les titres à changer. Algèbre et géométrie sont-elles inscrites dans le cerveau? Donc là, on a une véritable question d'ordre cognitif qui se pose. Et pour moi, c'est essentiel, en fait, de pouvoir aussi, quelque part, adresser ce type de questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de représentation, comme je disais, c'est une représentation très économique pour la combinatoire du piano.
mais pour bien d'autres caractéristiques musicales. Par exemple, quand on prend un rythme abajada, si on est en Afrique, ou bembe si on est à Cuba, donc tan 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 tan, eh bien, on est en train de faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est l'isomorphisme, en fait, cognitif entre auteur et rythme. Alors, je ne peux pas m'empêcher de proposer juste un aperçu. Enfin, c'est exactement le même problème que vous avez dans les problèmes de dîner à table. Donc, c'est la version française ici avec les drapeaux de la France, avec, imaginez, 5 gilets jaunes en fait, qui sont invités aux tables de concertation avec 7 représentants du gouvernement. Il y a toujours un rapport de force entre les deux. Eh bien, comment est-ce qu'on peut disposer, comment est-ce qu'ils doivent se disposer, histoire de maximiser les relations, les interactions sociales? Eh bien, on peut montrer, c'est un petit théorème qui vient des systèmes d'easing antiferromagnétiques avec spin plus ou moins 1,5, qui est en fait, c'est exactement la gamme diatonique qui permet le maximum des interactions sociales. Donc ça, c'est un conseil éventuellement pour notre gouvernement pour sortir de la crise. Et sinon, pour revenir donc à cet isomorphisme cognitif, eh bien là, on touche en fait à des problèmes qui qui intéressent directement l'ethnomusicologie. Jeff Pressing, dans cet article dans les années 80, montrait qu'on peut établir des correspondances entre les rythmes de la world music, ce qu'on appelle la world music, donc les rythmes africains en particulier, et en fait tous les modes, qui sont rien d'autre que des permutations cycliques de la structure intervallique 2-2-1, 2-2-2-1, qui est à la base de la gamme diatonique. Vous voyez, donc en fait, il a une composante naturelle, je pense, d'ordre cognitif, qui donc me permet d'élargir un petit peu les schémas que j'avais utilisés au début, donc pour mettre en évidence cet aspect. Et l'aspect épistémologique, très important, par contre, et je pense que c'est un prolongement des idées qui sont là aussi fondatrices. Je pense aux travaux d'André Riot et Marcel Ménage au sein de la SFAM, véritable fondateur de la démarche computationnelle, la musicologie. En fait, on n'a rien inventé. On a repris leurs idées, vous voyez, d'analyse d'une partition avec une structure circulaire, une représentation circulaire. Donc, je vous renvoie aux écrits qu'on a publiés avec Jean-Michel Bardez dans la collection Musique Science et qui montrent bien en fait, qu'il y a une articulation permanente entre théorie et analyse. On revient à la question qui a été posée hier. Si les noms n'apparaissent pas, théorie dans la Société française d'analyse musicale, eh bien, elle est là, je pense, du tout début. Et il suffit de regarder comment André Riot et Marcel Ménage ont toujours accompagné leur analyse d'une étude systématique des aspects théoriques. Alors, ça, c'est une possibilité, mais quand on fait des maths, en fait, on est intéressé à aller plus loin et à généraliser cette approche. Et alors, pour les généraliser, eh bien, encore une fois, on a les groupes, on a les symétries. Et donc, si on s'intéresse par exemple à la set theory, à la théorie américaine qu'on a évoquée hier, eh bien ça c'est un cas particulier d'une utilisation d'une structure algébrique, une structure des groupes, les groupes diédrales en particulier. Et donc les problèmes des catalogues, en fait, c'est rien d'autre que changer l'espace chaque fois pour rendre équivalentes des accords, des structures, donc des accords en particulier. Donc au fur et à mesure qu'on augmente l'espace, eh bien, on aura des catalogues de plus en plus réduits, parce qu'en fait, on peut mettre en correspondance des accords, des structures qui ne sont pas équivalents avec un espace plus petit. Vous voyez, donc en fait, on arrive ainsi à une vision qu'on appelle paradigmatique, que je proposais d'appeler paradigmatique, parce que ça renvoie au paradigme en théorie de la science de Kuhn, mais aussi aux approches paradigmatiques en linguistique, qui sont véritablement proches en fait, de cette vision systématique de la classification des structures musicales. Mais les enjeux épistémologiques, eh bien, ils viennent directement si on considère, par exemple, les écrits de Gilles Gaston-Granger. La dualité de l'objectal et de l'opératoire, comme vous pouvez les lire, c'est lié au type des groupes, au type de structure algébrique, en fait, et à cette idée qu'en fait, l'objet véritable de la science, ce n'est pas les objets, c'est les systèmes de relations. Et l'objet véritable de la science de la musique, pour moi, ce n'est pas l'objet en soi, c'est les systèmes de relations en fait, qui met en mouvement.
Donc ça, c'est une pensée vraiment relationnelle que je trouve très intéressante d'un point de vue épistémologique. Donc là, on va vers la deuxième et dernière partie, avec 3 minutes qui restent, pour vous montrer, vous donner un petit aperçu. En fait, je parlais du cercle, mais j'aurais pu parler de cette structure à nid d'abeille qui remonte à Euler avec les problèmes des ponts de Königsberg. Pareil, un objet en bois pour faire manipuler les enfants, hein, mais qui peut remonter aussi à Descartes, hein, si on veut suivre Henri Pousseur, quand il parle des origines ramistes, en fait, de cet speculum musicum eulérien, avec l'idée donc qu'on partage les plans avec des petits triangles. Et vous voyez, en fait, on retrouve exactement notre espace qui est qu'on appelle les tons nets. Et dans cet espace, eh bien, on analyse la musique avec des trajectoires spatiales. Je vous montre donc au moins un petit exemple des visualisations pour voilà, vous faire un petit peu donner une idée des... Donc normalement, il y a de la musique. On va voir si ça marche. Voilà le deuxième mouvement de la 9e de Beethoven, représenté dans cet espace comme un zigzag à gauche, ou bien comme un équateur dans une hypersphère en 4 dimensions à droite. Ça dépend de où voulez-vous vous placer, hein, dans un espace à dimension supérieure ou dans juste 2 dimensions. Voilà, bref, c'est l'idée. Voilà, ça c'est juste un exemple pour vous montrer un cas particulier de progression harmonique qui respecte véritablement un parcours est absolument régulier. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer plein d'autres choses, hein, que j'aurais voulu vous montrer, mais peut-être juste voilà, parce qu'on a parlé des pratiques et d'articulation entre travail théorique et pratique musicale. Eh bien, quand on travaille avec des chanteurs, hein, j'ai eu une collaboration avec Polo, ancien guitariste des Satellites, eh bien, on peut commencer à faire des chansons basées sur le même type d'outils. Donc, peut-être que voilà, ça peut être intéressant de vous montrer un petit exemple juste qu'on a réalisé ensemble. Donc, c'est déposé à la SACEM, je pense, Polo, Moreno et Dieu. C'est Polo qui a eu l'idée parce qu'il pense que ce type de structures sont tellement, comment dire, platoniciennes qui méritent d'être déposées comme ça. Et donc, c'est rien d'autre que la progression de Beethoven lue à l'envers. OK? Donc, allez, comme ça, je peux terminer avec ce petit exemple et je vais improviser au piano pour vous montrer. Voilà, ça fait partie vraiment de la transmission que j'ai fait auprès du grand public, des ateliers qu'on a fait avec les étudiants, en particulier parisiens et lettres. On est resté une semaine entière à les faire travailler sous ces cycles particuliers qu'on peut avoir dans cet espace, les tons nets, et faire écrire des chansons et essayer de comprendre un peu l'harmonie sous-jacente au parcours, aux différents aux structures des chansons. Allez, un petit exemple, comme ça, je peux aussi utiliser ce magnifique piano. Donc voilà, je vous invite à suivre, hein, à l'envers. Plongé comme un enfant, cheveux au vent, sous l'océan, du blé en herbe. Voilà, comme ça. Quand vous sortez d'ici, vous revenez ici. En fait, on est dans un tort. On ne va pas bouger, on ne va pas sortir de l'espace. Marée d'épis, couleur d'amande qui tendent à caresser le ciel. Sous l'océan, du blé en herbe. Une composition cyclique qui continue, qui ne termine jamais. Hein, donc, c'est une maquette. Bien, je pense que le temps s'est écoulé, sauf si j'ai une minute. Acide et salé. Non, je n'ai pas une minute. Donc je vais directement à la fin pour juste vous signaler. Il y a plein d'expériences que vous pouvez faire. Il y a un logiciel qui s'appelle Hexacor, qui est disponible en ligne, que vous pouvez le
téléchargés sur lesquels on travaille, dans lesquels on peut faire des tas de transformations. On peut transformer un choral de Bach dans un autre choral qui n'a rien à voir, un peu comme on transforme un poisson, un horizon de mer en poisson-lune. Hein. On suit là Darcy Thompson. Ça, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss, traduit par Jean-Jacques Nattier, à propos du style. Le style, finalement, c'est changer l'espace, dit Claude Lévi-Strauss dans son approche morphologique, en fait, hein, au structuralisme. Et c'est quelque chose qui nous amène très loin, qui nous fait travailler en fait avec véritablement tous les musiciens qui ont envie de prendre des pièces existantes, de faire des transformations. Ici, vous avez la version en négatif d'une chanson des Beatles où chaque accord majeur devient mineur et chaque accord mineur devient majeur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce type d'opération? D'un point de vue mathématique, c'est clair. D'un point de vue musical, ça reste quelque chose d'ouvert. Et voilà, juste ça, c'est la conclusion. On travaille sur une exposition maintenant qui va avoir lieu à Heidelberg, dans laquelle donc les gens pourront se promener, utiliser ce type d'outils. Donc ça va ouvrir au mois de mai prochain, avec donc une version de ces logiciels qui sera complètement accessible à partir du web. C'est-à-dire vous tapez l'adresse, vous n'avez même pas à télécharger et vous jouez avec. Merci beaucoup.